Dans le vif du sujet, avec Enis Moraï. 8 heures passées de 11 minutes sur les ondes RTCI, la plus belle des radios. Que vous soyez sur la route, ou dans votre bureau, ou simplement chez vous, en train de vous prélasser dans votre lit, je suis ravi de vous accompagner pendant 1 heure de temps. Dans le vif du sujet, votre émission politique hebdomadaire sur RTCI, avec Nawel Saïdi à la technique et Enis Moraï au micro. Et aujourd'hui, j'ai décidé de parler à Cyriav de la Haïka, la haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle, et j'ai l'immense plaisir de recevoir ce matin M. Riad Ferjeni, sociologue des médias, enseignant universitaire à l'IPSI et membre de la Haïka. Soyez le bienvenu sur nos ondes et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors, Cyriav, la Haïka, donc, vous êtes dans toutes les sauces. C'est des dossiers qui avancent. Oui. Vous êtes donc dans toutes les sauces et sur toutes les langues, celles fourchues notamment. Vous êtes à la sauce vinaigre avec la polémique suscitée par la publication des différents cahiers de charges à destination des médias de différents bords qui vous accusent de spoliation de la liberté d'expression. Vous êtes à la sauce roussie puisque vous avez sévi contre des programmes que vous avez jugés attentatoires à la dignité humaine et aux droits de l'homme. Vous êtes également à la sauce au miel, puisque certains attendent impatiemment les résultats du dépouillement des candidatures pour les postes de président directeur général de la radio et de la télévision nationale. Donc avec vous, nous allons essayer de goûter à toutes ces sauces et de comprendre notamment les différentes bonnes recettes que vous avez concoctées. Je vous laisse la liberté de la métaphore, mais volontiers, on va parler de ces dossiers-là, oui. Alors, je démarre avec ma première question. Pourquoi les représentants des structures professionnelles du secteur de l'information, en l'occurrence le syndicat tunisien des dirigeants, des médias, le syndicat de base de la culture et de l'information relevant de l'UGTT, l'Association nationale des jeunes journalistes et la Fédération tunisienne des directeurs de journaux, font part de leur refus catégorique de ces cahiers de charges que vous avez publiés? On est, après le 14 janvier, dans un temps de liberté. Heureusement que tout le monde peut s'exprimer comme il veut. Donc ça, c'est la preuve que la dictature est derrière nous. La deuxième remarque, je pense que je trouve très très étonnant que le syndicat des patrons de la presse écrite soit au premier rang d'une contestation dont il n'est pas concerné. Mais ils ont cette liberté aussi. D'une manière générale, enfin, les membres de la Haïka, les 9 membres de la Haïka, ne se laissent pas impressionner par les communiqués survoltés. J'ai lu le communiqué, je l'ai relu à plusieurs reprises, et je n'ai pas trouvé d'argumentation. J'ai trouvé des slogans. J'ai trouvé de la peur que je peux comprendre personnellement, beaucoup de peur, mais il est faiblement argumenté. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que l'un des reproches qui nous a été adressé, ressassé, repris par beaucoup de médias sans le vérifier, c'est le reproche des décisions autoritaires. Ce reproche-là, il est fallacieux, tout simplement parce que dès le départ, c'est-à-dire en milieu d'été, en pleine crise politique, nous avons commencé à travailler sur les cahiers des charges et nous avons organisé vers la mi-août un atelier. Malgré les circonstances que vivait le pays, on a fait le plein, il y avait 100 et quelques participants, parmi lesquels figuraient des représentants des patrons des médias, et notamment les représentants de la STDM. Après ça, il y a eu en tout, entre mi-août et fin décembre, 8 grandes rencontres à laquelle tous les acteurs du secteur ont été invités et ont participé avec leurs suggestions et avec certains des projets.
Donc l'approche participative, c'est l'ADN des cahiers des charges qui ont été publiés il y a une dizaine de jours. Oui, et on ne peut pas nous reprocher d'avoir exclu qui que ce soit. L'approche du Conseil de la AECA, ça a été de n'exclure personne, malgré les tensions, malgré les incompréhensions, malgré le passif de la dictature qui n'a pas été réglé. Nous avons choisi de jouer notre rôle, c'est-à-dire les arbitres et non pas des acteurs du champ. Donc sur l'argument de la non-participation et des décisions verticales, il est totalement, il n'est pas fondé. Justement, il vous reproche le fait de ne pas avoir créé cette concertation-là avec eux et le fait qu'ils soient présents dans des réunions. C'est faux. Dans des réunions, cela ne signifie pas. Je vous dis que oui, grands ateliers. Je ne vous ai pas cité les réunions bilatérales, que ce soit avec certains patrons, les gens de la radio, les gens de la télé, ou la présidente du syndicat elle-même, des patrons, qui nous ont envoyé leurs commentaires écrits, qui nous ont aussi, bien sûr, avec la participation aux 8 réunions, qui ont eu des entretiens avec le président de l'AECA ou des entretiens avec le Conseil. Donc l'approche participative, elle y est, elle est documentée, précise, d'une manière très très précise. Et cet argument-là, je pense qu'on peut aller à autre chose pour gagner du temps et pour aller de l'avant dans l'adoption des cahiers des charges. Oui, Maria Frigène, l'approche participative ne signifie pas forcément que vous avez retenu leurs recommandations. Je peux bien participer dans un atelier que vous avez créé, mais ce n'est pas sûr que vous allez prendre acte de mes revendications, de mes suggestions. Si je vous montre le draft du mois d'août, et les cahiers des charges adoptés, vous allez voir que beaucoup de dispositions ont complètement, ou bien des dispositions qui ont disparu des cahiers des charges, ou bien qui ont été formulées en fonction de la demande des gens qui ont participé aux ateliers. Il y a eu aussi des experts. Il y a eu des experts, il y a eu des représentants de la société civile, il y a eu des différents représentants du monde journalistique. Nous n'avons exclu personne de la participation. Concernant la prise de décision, l'AECA est souveraine. Nous représentons par la loi l'intérêt commun. Oui, mais la question n'est pas une question de loi, Virginie. Oui, nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas. Et sur ça, on doit être très très clair. Nous ne pouvons pas être les voix. Nous ne sommes pas un syndicat bis des patrons de presse. Et à ce titre-là, en tant que garant de l'intérêt commun, il faut un équilibre entre les demandes des uns et des autres. On ne peut pas obéir intégralement aux demandes d'une partie du secteur. Nous avons, comme je vous l'ai dit, pris en considération beaucoup des demandes des patrons de presse, des patrons des médias audiovisuels. Il y a des questions qui relèvent du choix de société. Le point focal, mais ça n'a pas été exprimé d'une manière claire, ni dans les communiqués, ni dans les discours survoltés des patrons des médias audiovisuels, c'est la question de la publicité politique. Tout à fait, oui. On y reviendra, la publicité politique, on y reviendra dans une autre question, excusez-moi de vous interrompre, mais moi je voudrais vous poser la question suivante. Comment vous expliquez cette frénésie, je dirais, ces attaques qui ont donc fait l'objet de plateaux de télévision, de plateaux radio. Vous avez été considéré comme un fisc bis. Vous avez été considéré, à la limite, on va dire que vous êtes le nouveau Goebbels, hein. Donc c'est la nouvelle ATC aussi. Hein. Vous allez trop loin. C'est ce qu'on dit. Vous allez trop loin. Et s'il y a quelqu'un qui nous a traités de la sorte, vous pouvez être sûr que l'AECA portera plainte.
Mais voilà, je vous conseille de ne pas reproduire. Parce que non, je ne suis pas en train de reproduire, je suis en train de vous dire donc ce qui a été dit par certains médias, par certains patrons de médias. Écoutez, je pense que c'est une discussion totalement stérile, la reproduction des communiqués et des discours survoltés. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Il y a des peurs qui sont compréhensibles, qui sont en ligne directe avec le passif de la dictature. Et il y a des discours que je qualifierais de plébéiens parce qu'ils ne sont pas fondés et probablement qui cachent de vrais enjeux. Je vous l'ai dit, l'un des principaux griefs, mais qui n'est pas exprimé, c'est la publicité politique. Et la publicité politique en Tunisie, c'est pas uniquement la AECA, c'est l'Assemblée nationale, c'est l'ISI. Il y a eu une expérience par rapport aux élections du 23 octobre 2011. C'est un choix de société pour interdire la publicité politique. Le pays n'est pas... nous avons une configuration sociale qui n'est pas prête à ça, et les expériences des pays qui ont autorisé la publicité politique, notamment au moment des élections, mais pas uniquement, c'est des pays qui l'ont regretté parce que c'est une dérive vers la violence politique. C'est un instrument de la violence politique. Et vous en convenez que nous en avons assez de violence politique, il faut tourner la page et aller de l'avant. On ne peut pas construire l'avenir sur la violence. Oui. D'accord. Maintenant, je reviendrai tout à l'heure par rapport à cette question de publicité politique. Mais la revendication actuelle de ces patrons de médias, ils vous demandent de retirer les cahiers de charges. Est-ce que vous allez retirer les cahiers de charges sous la pression de ces patrons ? Je vous ai dit que l'AECA entend, nous avons entrepris dès le départ une démarche participative et nous attendons de vrais arguments, de critiques. Si je ne pense pas que nous avons tout faux, bien au contraire, nous avons nous-mêmes, une partie du conseil, nous sommes des experts attitrés en matière d'audiovisuel. Et à ce titre-là, il y a eu la consultation d'une liste de plusieurs, d'une vingtaine d'experts, dont la plupart sont tunisiens. Voilà, ça a été un choix de départ. Et voilà, maintenant, on attend que les patrons des médias audiovisuels reviennent à la raison et qu'ils proposent, qu'ils fassent de vraies critiques fondées. Et dans ce cas-là, on verra. Mais le chemin des cahiers des charges, nous sommes en train d'établir une stratégie d'adoption qui, depuis une dizaine de jours, est en train de prendre forme. Et on va aller de l'avant. Est-ce que vous avez des échos de l'impact de ces cahiers de charges au niveau des médias étrangers? Comment ils perçoivent ces cahiers de charges? Est-ce qu'il existe cette éventuelle spoliation de la liberté d'expression, comme disent certains, ou vraiment c'est des cahiers de charges qui sont conformes aux standards internationaux? Les médias étrangers sont libres d'écrire ce qu'ils veulent. Notre décision est souveraine, c'est une question un peu de souveraineté nationale, mais oui, j'ai lu un peu ce qui s'écrit et j'ai constaté avec un certain étonnement que l'article le plus précis, je ne veux pas dire le meilleur article, mais l'article le plus précis a été sur la conférence de presse le plus professionnel qui pose les problématiques, qu'est-ce que ces cahiers des charges ont apporté et dans quel contexte il s'inscrit. Je l'ai lu dans un média étranger, ce qui n'est pas la première fois, mais par rapport à toute l'actualité politique. Moi, je rêve d'un jour où
les journalistes tunisiens feront le là, c'est-à-dire écriront le meilleur article sur un sujet d'actualité. Mais c'est compréhensible, nous sommes aussi, nous revenons de très loin. Tout à fait. Vous évoquez la question de la publicité politique et vous avez donc choisi dans vos cahiers de charge d'interdire le cumul entre le patron de médias et le statut d'un parti politique. Pourquoi cette interdiction? Pourquoi ce cumul a été interdit? Parce que c'est fondé sur une conception de la régulation. Il y a à peu près, nous avons observé, analysé ce qui se passe dans le monde. Ça relève d'une conception de la régulation. Tous les pays qui ont autorisé, je n'oserais pas dire le mot autorisé parce que ça n'a pas été autorisé. Le cumul des fonctions de dirigeants politiques et de propriété des médias, ce sont les pays où la régulation est absente, à commencer par l'Italie. Je ne vais pas, on n'aura pas le temps de faire la genèse de la saga Berlusconi, mais c'est intéressant de souligner que s'il y a eu ça, s'il y a eu le modèle italien qui est un contre-modèle, enseigné dans les universités d'Infocom et de droit de la régulation dans le monde, c'est exactement le contre-exemple. C'est qu'il y avait un vide juridique, qu'il y a eu des interférences, un mélange des genres entre le politique et le médiatique qui a créé cet imbroglio dans lequel l'Italie n'en est pas encore sortie. Maintenant, 35 ans après les débuts de Berlusconi dans les médias. De ce modèle, ce contre-modèle a donné des avatars dans les pays arabes, les médias communautaires et leur violence au Liban. Et l'exemple extrême, ce qui se passe en Irak. En Irak, c'est considéré par certaines... Ce ne sont peut-être pas de bons exemples, Voilà, c'est les exemples. Oui, ce ne sont pas de bons exemples. Donnez-moi un seul exemple où un président d'un parti est en même temps un dirigeant d'un média audiovisuel. C'est moi qui vous pose la question, voilà. là. Ni en France, ni en Angleterre, ni en Allemagne. Ni ailleurs. Voilà, le contre-exemple. C'est pour ça que ça s'appelle le contre-exemple entre la propriété des médias et la direction d'un parti politique. Ce sont ces exemples-là et d'autres certainement dans des pays que nous connaissons moins, mais le modèle, il a été créé en Italie. Et ceci est valable pour les médias qui existent en Tunisie, qui émettent en Tunisie, qui diffusent en Tunisie. Qu'en est-il pour les médias, je dirais, dont le propriétaire ou dont les propriétaires sont à l'étranger et qui émettent à partir de l'étranger et qui ont forcément donc un impact sur la population? Et dont le contenu est adressé aux Tunisiens. Bien évidemment. Vous parlez des chaînes qui ont fait la différence, si j'ose dire, pendant la campagne électorale de 2011. Nous travaillons, c'est un dossier épineux sur lequel nous avons commencé à travailler depuis à peu près 3 mois. Et il y a 2 axes. Le premier axe, il est par rapport au code électoral. Et il y a certaines avancées par rapport à ça. Il y a eu des articles qui ont été adoptés. Vous savez, au Parlement, les discussions sont âpres, ça avance par centimètres. Et nous sommes en pleine discussion des dispositions relatives à la couverture des campagnes électorales, parmi ces points-là, relève le statut de ce qu'on peut qualifier les chaînes étrangères et les propositions de la AICA vont vers deux directions. La première, c'est que les chaînes étrangères, et on a eu une expérience, Al Jazeera et France 24, quand ils ont su, pendant la campagne électorale de 2011,
qui faisaient partie du monitoring de l'ISI et de certaines. Il y a eu un autre monitoring des associations de la société civile. Il y a eu pendant la campagne électorale un certain équilibre entre les candidats. Donc la situation n'est pas totalement désespérée et nous avons analysé et nous essayons de tirer les best practices, comme on dit en anglais, les bonnes pratiques aussi, mais restent comme vous le soulignez, les chaînes étrangères, par leur statut, tunisiennes par leur contenu, ou ils ont la prétention d'être tunisiens par leur contenu. Pour ces chaînes-là, il y a deux démarches. La première démarche, c'est de fixer des règles dans le code électoral. La deuxième démarche, c'est d'agir auprès des autorités des pays desquels ces chaînes-là relèvent. Et le droit de l'audiovisuel a beaucoup évolué. Nous ne sommes pas dans un Far West. Il y a eu des directives européennes qui agissent sur ce qu'on appelle le signal descendant, c'est-à-dire avant la compétence se limitait aux pays où ces chaînes-là existent. Au jour d'aujourd'hui, il y a des directives européennes pour dire que ces chaînes-là arrosent un certain nombre de pays et en fonction des langues de diffusion, on peut leur imposer des règles par rapport à ces pays-là. Oui, Fergeni, ceci reste hypothétique dans la mesure... C'est du réel ce que je vous dis. Non, c'est du réel, mais l'aboutissement d'une procédure, comme vous êtes en train de la signaler, elle peut ne pas y avoir lieu. Et là, on risque de se retrouver devant le cas de figure suivant, c'est-à-dire un patron de médias, donc qui émet de l'étranger et qui est à la tête d'un parti politique et dont les fidèles ou les sympathisants écoutent son discours, alors que les patrons de médias qui sont en Tunisie n'arrivent pas à canaliser donc le discours vers leurs sympathisants. On se retrouverait devant une situation inégalitaire. Donc vous me proposez d'ouvrir... Moi, je ne vous propose rien du tout, c'est vous qui proposez. Moi, je vous ai connu plus optimiste. Non, je pose une problématique. C'est une réelle problématique. Nous travaillons là-dessus et nous avons un bon espoir que cela va aboutir. Ce ne sont pas nous n'agissons pas sur nos vœux. Je vous ai expliqué qu'il y a des précédents. Il y a une chaîne qui a un contenu tunisien et qui émet de Londres qui a été sanctionné. Donc il y a des précédents. Le droit européen, il évolue. Donc sur ces bases-là, nous avons introduit une demande. Les négociations avec les autorités britanniques et d'autres pays ont déjà commencé. D'accord. Je vais essayer de continuer dans mes questions. Récemment, vous avez donc infligé quelques sanctions à des médias, dont l'une paraît exorbitante, celle qui a touché donc Tounseya avec une amende, je dirais record jusque-là, de 200 000 dinars et une suspension de retransmission du programme pour une durée d'1 mois. Parce que, selon vous, il y a eu une récidive, une décision qui n'a pas fait que des heureux, ça fait un tollé, ça fait le buzz même par rapport à ça. Et sur quelle base vous avez donc tenu ces décisions-là, pris ces décisions-là? Les décisions, l'AICA a pris, ça fait partie des compétences de l'AICA. Et donc... Oui, donc je disais que ça fait partie des compétences de l'AICA. Nous avons émis au jour d'aujourd'hui, je pense que nous sommes à 26 décisions. Oui. C'est malheureux, mais il faut le faire, ça fait partie de la régulation parce que il faut mettre les libertés les mieux protégées, les mieux exercées sont les libertés protégées. Et donc c'est la 3e décision depuis juin 2013, c'est la 3e décision d'interdiction
d'un programme, comme vous le dites, parce qu'il y a eu récidive. Le 116, la loi 116 ne permet pas. 116, oui. Voilà, le décret loi 116 a été conçu dans une approche graduelle, c'est-à-dire qu'on ne peut pas infliger, claquer des doigts et infliger une peine, enfin une interdiction de diffusion. D'emblée. Voilà. Donc il y a eu un cas de récidive, et le cas de récidive, c'est-à-dire il faut que le même programme dirigé par le même animateur reproduit la même infraction. Voilà. La suspension a été faite sur ces considérations-là, mais l'amende de 200 000 dinars, elle a été calculée donc sur la base du chiffre d'affaires publicitaire, je pense. Non, sur la base du chiffre d'affaires de la chaîne pendant, pas du programme, voilà, c'est sur la base du chiffre d'affaires de la chaîne pour l'année écoulée. D'accord. On va marquer une petite pause et on reviendra donc avec vous pour continuer avec Because
dans le vif du sujet avec Enis Moraï. Toujours avec mon invité Riyad Ferjani, sociologue des médias, enseignant universitaire à l'IPSI et surtout membre de l'AICA. L'AICA, donc nous sommes en train de parler de ces décisions. Et ma question suivante, Riyad Ferjani, on assiste actuellement en Tunisie à beaucoup d'exemples de ce que vous avez donc sanctionné pour cette chaîne privée Tounsé en l'occurrence. Hannibal utilise le même procédé, c'était les réalités qui vont très très loin dans l'exposition de la vie privée, qui engrangent des bénéfices très importants sur, je dirais, le drame humain. Pourquoi jusque-là vous n'avez que sanctionné Tounsé et non pas d'autres chaînes qui utilisent le même procédé? Pour ce qui concerne la télé-réalité. Pour ce qui concerne la télé-réalité, oui. Il est bon de rappeler que la grille d'évaluation de l'AIK n'est pas une grille basée sur la morale publique. Nous avons un texte de loi et le texte de loi stipule quels sont les manquements, les infractions graves. Mais l'article 5, il parle de morale publique aussi. Non, je ne pense pas. Non. Il n'y a aucune référence à la morale publique et il y a la question de la dignité humaine, il y a les droits de l'enfant, il y a le droit à la vie privée. Oui, la dignité aussi. Voilà, la dignité humaine et le droit à la vie privée. Et voilà, c'est pas le moment de reproduire le pourquoi, mais quand vous voyez une personne mourante, étendue sur son lit, incapable de parler parce que hémiplégique, et on n'a pas demandé la vie de cette personne, on lui a attribué un enfant illégitime, donc nous avons demandé à la chaîne de ne plus rediffuser dans un premier temps ce programme, et ce programme a été malheureusement rediffusé avec les mêmes séquences. Entre-temps, l'analyse génétique avait prouvé qu'il n'y avait aucun lien de parenté entre cette personne-là et le jeune homme, et entre-temps la personne, elle est décédée. Oui. Et malgré ça, voilà. La sanction d'interdiction, elle est venue dans ce contexte-là, et cet contexte, comme je vous l'ai dit, c'est l'application de la loi et rien que la loi. Oui, nous n'avons pas la prétention là, il y a un pouvoir discrétionnaire que l'AICA possède et c'est tout à fait normal, je comprends tout à fait. Mais si j'ai bien compris votre raisonnement, vous êtes en train de me dire également que vous ne sanctionnez que les cas extrêmes, alors que il se pourrait qu'il y avoir donc des cas qui ne sont pas extrêmes, mais qui sont donc gênants pour le téléspectateur. On entend un peu partout une certaine désolation face donc à l'exposition, donc je disais tout à l'heure du drame humain. Donc vous dites on n'est pas là donc pour la morale publique. Oui, parce que la morale publique c'est un point essentiel. Les règles déontologiques et la régulation, c'est 3 niveaux. C'est d'abord la loi, les dispositions de la loi, c'est aussi l'application des règles déontologiques, et ça, les professionnels des médias sont appelés à appliquer eux-mêmes dans les rédactions les règles déontologiques. Et il y a aussi les propres limites que se pose l'animateur ou le journaliste lui-même, qui est un 3e niveau de régulation. D'accord. Si on rentre dans des jugements, qui relèvent de la morale des uns et des autres, on ne s'en sortira pas, parce que par définition, la morale, c'est une question d'appréciation individuelle, culturelle, etc. Et ça ne peut pas fonder le vivre ensemble. Donc, quand on parle d'ailleurs en arabe, il y a une sorte de confusion quand on dit akhlaqiyat, ça c'est pas déontologie, il y a une sorte de confusion entre déontologie et morale, mais voilà, ce sont 2 registres différents, et le régulateur ne peut pas imposer des goûts et des choix
à l'ensemble des téléspectateurs. Donc, et on est très C'est au très juge de le content. faire. C'est au Voilà. juge de le faire. On est très très content de rester dans ces limites-là. Sinon, dans ce cas-là, on se transformera en instance de censure, ce que nous ne sommes pas. Voilà. Et nous ne voulons pas être. Donc je dis simplement que vos décisions sont également attaquables devant le tribunal administratif pour ceux donc qui estiment ne pas être d'accord avec le pouvoir discrétionnaire dont vous faites usage. Une autre question, Ria Fergeni, qui met l'AECA au centre des discussions des professionnels des médias, les candidatures aux deux postes de PDG de la radio et de la télévision nationale. Vous avez lancé pour la première fois en Tunisie, hein, c'est une première, des appels d'offres pour la désignation des PDG de la radio nationale et de la télévision nationale également, sur la base de la compétence, sur la base donc du mérite, et non pas sur la base, je dirais, de la loyauté partisane ou autre. Qu'en est-il de cette procédure? Où est-ce que vous y êtes? Quand est-ce qu'on va connaître les résultats? Est-ce qu'il y a eu de bons dossiers? Parlez-nous un peu donc de cette question, s'il vous plaît. Alors, nous avons entrepris cette démarche avec la présidence du gouvernement. Actuel, bien sûr, parce que avec le gouvernement précédent, ça a été le blocage pendant plus de 6 mois sur la surinterprétation de l'article 19 du décret-loi 116. Ce blocage, il y a eu une solution que nous avons espéré, nous avons ardemment travaillé pour que ce blocage soit levé très très tôt, mais voilà, il a été levé, l'appel à candidature a été lancé, il a été clos le 26 février, il y a eu à peu près 96 exactement dossiers, je ne dis pas de personnes, hein, de dossiers. C'est-à-dire une grille d'évaluation avec un système de pondération, de notation sur les compétences, sur l'expérience, sur voilà, les capacités d'une manière, et cette grille a été comment dire, a été mise en place avec en concertation entre l'AECA et la présidence du gouvernement. Donc voilà, il y aura une troisième phase des auditions publiques pour les candidats les mieux notés. Pour les candidats retenus, des auditions, pardon, j'ai dit publiques. Oui. Nous les voulions publiques, mais avec des discussions, nous étions dans la logique de la transparence, mais la transparence totale n'est pas forcément bénéfique. Hein. Et il y a un argument qui nous a été avancé, on nous a dit c'est très bien pour le candidat qui va être reconnu une audition publique, et pour les autres. Donc pour les autres, ça peut être un point négatif dans leur carrière. Donc c'est pour ça que les auditions ne seront pas publiques pour donner plus de chances. Donc elles seront finalement secrètes, hein. Vous allez pas secrètes, non, pas secrètes. Qui peut assister à ces auditions? Pas secrètes, ce sont voilà, les membres de l'AECA, d'une part, et voilà, la présidence du gouvernement qui désignera pour leur part leurs représentants. Mais il y aura aussi des critères très très clairs. Le plus important, c'est la clarté de la démarche.
dans ce processus et des critères retenus. Donc, est-ce que l'AICA va proposer ou l'AICA va désigner L'AICA a un avis conforme. Ah, un avis conforme, d'accord. Voilà. Donc, la présidence du gouvernement est obligée... C'est une codécision. D'accord. Voilà. D'accord, c'est une codécision. Il y a une question, Virginie aussi, qui suscite pas mal de remous. Elle est en pleine discussion à l'Assemblée nationale constituante par rapport à l'exclusion des RCDistes, à ceux qui étaient sous l'Ancien Régime. Est-ce que dans vos critères de sélection, parce que dans la liste qui est sortie pour certains candidats à la radio et à la télévision, donc pour le poste de PDG de la radio et de la télévision, certains, selon certains médias, ont un passé avec l'Ancien Régime. Est-ce que vous allez retenir ce critère dans l'évaluation des dossiers? Dans l'appel à candidature, il y a un critère fondamental qui est l'indépendance et l'honnêteté. Et un autre critère, parmi les papiers demandés, il y a une déclaration sur l'honneur de n'avoir jamais été membre d'un parti politique et d'avoir été indépendant et honnête. Après la Révolution ou avant la Révolution? C'est l'appel d'offres ne le précise ne le pas. Précise pas. L'appartenance partisane, elle n'est pas. C'est l'un des critères de définition du métier de journaliste. C'est l'impartialité. Si je suis dans un parti, je ne peux pas inviter. Les représentants des autres partis. Ça ne veut pas dire qu'un journaliste doit être incolore, inodore et sans saveur. Et à plus forte raison, un PDG de l'audiovisuel public. Oui, mais l'appartenance, vous me le concédez, Léa Fergène, ne se fait que à travers une carte d'adhésion pour un parti politique. Or, dans certains cas, on peut ne pas avoir une carte d'adhésion, mais être au service d'un média. Ça, comment vous allez régler ce problème? Ou des services de la propagande. Oui, par exemple. Voilà. Donc c'est l'indépendance et l'intégrité. Et comment vous allez évaluer l'indépendance et l'intégrité? L'histoire est encore là. La Tunisie n'est pas amnésique. Il y a un critère et nous allons appliquer ce critère-là. Donc ça ne sera pas des décisions de justice sur laquelle vous allez vous baser Non, des décisions de justice. Bah oui, pour l'Ancien Régime, pour ceux qui ont servi l'Ancien Régime. Je sais que c'est un sujet épineux, mais qu'est-ce que... Il y a plein de sujets épineux, décidément. Est-ce que vous pensez que quelqu'un qui a servi pendant, on va dire, 25 ans, la propagande, je ne parle pas des exécutants, je parle des gens qui ont... Des théoriciens. Théoriciens, c'est peut-être trop, mais qui ont été dans des postes de responsabilité, qui ont non seulement défendu, mais qui ont conçu les stratégies de propagande. Et voilà. Est-ce que vous pensez que ces gens-là sont aptes à être des dirigeants de l'audiovisuel public dans une phase comme celle que nous vivons, c'est-à-dire une phase de transition. Est-ce que votre avis est partagé par tout le monde, Virginie? Ce n'est pas mon avis, je n'exprime pas mon avis. C'est l'avis de l'AICA. Voilà, c'est l'avis de l'AICA et c'est l'avis de la commission entre c'est pas moi qui ai établi les critères. Ici, je parle au nom de l'AICA, mais sur ce critère-là a été établi dans une commission mixte entre l'AICA et la présidence du gouvernement. On va finir avec une dernière question, si vous le permettez, la problématique des radios pirates. Donc dernièrement, on a eu une intervention musclée, je dirais, dans une radio pirate, Salah FM. Comment vous avez, qu'est-ce que vous avez à commenter cette intervention un peu musclée donc de la douane par rapport à un média? Moi personnellement ici, moi personnellement, je suis je suis très très étonné que on ait utilisé cette méthode-là contre cette radio. C'est pas, ou une autre radio. Ce que je conteste, c'est la méthode.
Maintenant, et je suis d'autant plus étonné que ça intervient dans un moment où les cahiers des charges allaient être publiés. On était à quelques jours de la publication des cahiers des charges, donc c'est un motif d'étonnement. L'AECA a un plan de régularisation. Ça ne va pas être, c'est pas une partie de plaisir, mais nous avançons dans la régularisation. Et voilà, mais Saraha FM, comme toutes les autres radios, elles doivent, pour certaines, elles doivent actualiser leur dossier. Il y a un problème par rapport à la loi. Ceux qui ont commencé à émettre ont exactement les mêmes droits que les gens qui ont préféré respecter la loi et ne pas émettre. Ils seront sur le même pied d'égalité. Donc, moi, je suis pour une approche de concertation et les interventions musclées restent le dernier recours quand toutes les autres voies auraient été essayées, ce qui n'a pas été le cas par rapport à cette radio pirate. Donc les radios pirates peuvent consulter les cahiers de charges et présenter donc une demande d'autorisation de fréquence en bonne et due forme. L'AECA va incessamment publier un texte relatif à la manière dont on va régulariser par étapes, mais très très vite, les différentes. C'est-à-dire qu'actuellement, on ne peut pas présenter son dossier à l'AECA. On va attendre. Au jour d'aujourd'hui, non, malheureusement. Mais nous travaillons sur ça et ça va être la démarche d'adoption des cahiers des charges va être publiée incessamment. Merci Riav Ferjeni. Je rappelle, vous êtes sociologue des médias, vous êtes aussi enseignant universitaire à l'IPSI et membre de l'AECA. Merci pour cette discussion très instructive pour parler un peu de cette AECA-là. Je souhaite beaucoup de chance pour la suite de votre mission avec l'AECA. Quant à nous, chers auditeurs, on remet notre rendez-vous à la semaine prochaine, même heure, même chaîne, la plus belle des radios. Vous avez quelque chose à dire, Non, c'était pour vous remercier les auditeurs qui se réveillent tôt pour écouter RTCI. Nos fidèles auditeurs, je remercie également Nawel Saïdi à la technique. Quant à moi, je vous retrouverai la semaine prochaine, mercredi, dans le vif du sujet, même heure, même chaîne. Au revoir, bonne journée. Nous rappelons à nos auditeurs que les propos tenus sur nos ondes expriment les opinions des personnes qui les prononcent et n'engagent en rien RTCI. Dans le vif du sujet, avec Enis Moraï.